Bonsoir Fanny. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Pour la première fois donc, la Russie fait une pause dans ses avancées en Ukraine. Et oui, une pause, vous l'avez dit, opérationnelle. La Russie l'avoue elle-même par la voix du ministre de la Défense. Et d'ailleurs, elle ne revendique plus d'avancée depuis maintenant 2 jours. C'est une première depuis le début du conflit. Jusqu'à maintenant, elle mettait en avant ses gains, et notamment dans le Donbass, où, il faut le dire, elle a réalisé une percée considérable. Regardez cette carte, elle représente en rouge les territoires occupés par les Russes à la date du 15 avril, donc quelques jours avant l'offensive ciblée sur le Donbass. D'importantes zones, donc en blanc, vous le voyez, sont encore aux mains des Ukrainiens, ou en tout cas disputées, notamment au nord du Donbass ou dans cette zone près de Severodonetsk. Et maintenant, voici la même carte. À la date d'aujourd'hui, les Russes, vous le voyez, ont pris des centaines de kilomètres carrés. Ils occupent désormais l'ensemble de la région du Louhansk et ils ont pris le contrôle de villes moyennes comme Severodonetsk ou Lysychansk le week-end dernier. Donc pourquoi cette pause dans la guerre ? Eh bien parce que les unités qui ont effectué des missions de combat prennent des mesures pour récupérer leur capacité de combat, indique le ministère de la Défense russe. Comprenez, la Russie prépare tout simplement la suite de la guerre. L'objectif russe désormais, c'est de conquérir la région de Donetsk, l'autre moitié du Donbass. Et pour cela, les Russes doivent reprendre des forces et reconstituer leur armée. Parce qu'ils commencent, par exemple, à manquer d'armes de haute précision, comme les missiles. C'est ce que disent les renseignements britanniques. Quant aux soldats russes, ils ont également besoin de repos, de l'aveu même de Vladimir Poutine, notamment après les batailles, on en a parlé, de Severodonetsk et Lysychansk, coûteuses en hommes. Merci Fanny. Je vous dis à tout de suite parce qu'on va voir que l'Ukraine n'en profite pas de cette pause opérationnelle parce qu'elle a de grandes difficultés qu'a recensé notamment un institut britannique. On va en parler. À tout de suite Fanny. Amiral, est-ce que, en gros, c'est le fameux, encore une fois, et la phrase est très simpliste pour décrire quelque chose de terrible, mais c'est s'arrêter, reculer pour mieux sauter de la part des Russes. En somme, est-ce qu'il faut la craindre cette pause parce que ça veut dire qu'ils vont reprendre des forces, faire peut-être des petits pas, mais qu'ensuite c'est pour se lancer dans des opérations encore plus ambitieuses? Écoutez, les Russes ont effectué un effort absolument considérable parce que prendre de vive force des villes les unes après les autres, même après les avoir noyées sous les bombes, c'est un effort considérable. Ils ont perdu beaucoup de monde aussi, les Ukrainiens aussi bien sûr, et donc il n'est pas anormal qu'une guerre ne se déroule pas d'une façon linéaire. Où est le linéaire, même dans la vie? Ça n'existe pas. Il y a des efforts considérables. Après, il faut récupérer. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que se passe-t-il de l'autre côté? Ce sont 2 armées arc-boutées l'une contre l'autre, pour lesquelles les Ukrainiens reculent. Donc, pour l'instant, il s'agit, et c'est une expression qui vient assez naturellement, pour les Russes de digérer leur avance, car ils sont avancés, mais il faut aussi conforter ses positions, remettre en ordre des lignes d'approvisionnement en tout, en hommes, on l'a dit, santé, matériel, oui, etc. Voilà, c'était ça ma question. Quand on dit pause opérationnelle pour reprendre des forces, c'est à tout point de vue. On parle d'alimentation, on parle de tout. Reconfigurer les unités qui ont été largement atteintes par des blessés, des morts, etc. On ne prend pas des bouts comme ça de puzzle et on ne refait pas une unité, on ne refait pas un bataillon, on ne fait pas en claquant des doigts. Il faut réorganiser tout ça. Il faut quelquefois les rapatrier sur l'arrière pour les reformater et les remplacer par des gens qui viennent quand même d'assez loin s'ils arrivent à les trouver. Pour être clair, ce n'est pas la preuve d'une grande difficulté pour autant. C'est la preuve d'une nécessité à un moment de se renforcer, mais ça ne veut pas dire pour autant... Une nécessaire respiration. Ils digèrent leur avance. Et de l'autre côté, les Ukrainiens, eux, gèrent leur repli. Car c'est bien ce qui se passe. C'est bien ce qui se passe, mais on le voit depuis longtemps. Nous, on disait, Severodonetsk, ça va tomber. Vous voyez ce saillant, il ne pouvait pas résister. Alors, il était quand même quelquefois un peu difficile de le dire, parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui nous écoutent, et ils trouvent ça dramatique qu'on puisse dire les choses. Mais les faits sont là. Les faits sont tels qu'actuellement, il faudrait attendre, en ce moment, au moment où les Russes confortent leur position. C'est le moment où il aurait fallu éventuellement pouvoir contre-attaquer, mais vous allez en parler tout à l'heure. Il ne semble pas que ce soit le chemin que puissent prendre les forces ukrainiennes. On va en parler, en effet, on va rentrer dans le détail. Je reste du côté russe. En effet, moi je disais, Vincent Hugeux, certains experts qui disaient cette pause opérationnelle, des villes comme par exemple Sloviansk et Kramatorsk qui s'attendaient au pire, doivent s'attendre à encore bien pire, parce que quand ils reviendront renforcer les Russes, ça ira très vite et très fort. On voit la carte pour bien situer Sloviansk et Kramatorsk sur la carte. Donc les objectifs, comme Fanny l'expliquait à l'instant. Alors d'abord, attention,
pause opérationnelle ne signifie pas cessation des hostilités. À l'instant même où nous parlons, vous avez des déluges d'artillerie sur plusieurs villes, non seulement dans le Donbass, donc qui est évidemment le point focal de l'effort du moment, mais il y a encore des combats extrêmement intenses plus au nord à Kharkiv. Vous avez des tentatives de contre-attaque, je dis bien contre-attaque et non pas contre-offensive, car ils n'en ont pas les moyens, les Ukrainiens, dans le sud, autour de Kherson et de Mykolaïv. Donc il ne faut pas imaginer qu'on passe tout soudain à une paix helvétique. Non, il y a des combats, il y a des morts à chaque instant aujourd'hui, des deux côtés. Ma conviction depuis maintenant près de 2 mois, c'est que, au fond, le sort de cette guerre, ce sera l'issue de la lutte entre 2 épuisements. C'est-à-dire que c'est moins l'exploitation des atouts dont on dispose dans l'un et l'autre camp que la qualité de la gestion des faiblesses. Faiblesse en matériel, faiblesse en hommes, faiblesse en ligne de ravitaillement, faiblesse en capacité de constituer ce qu'on appelle des lignes durcies de défense côté ukrainien. Donc voilà, c'est pour ça que indépendamment des victoires incontestables des Russes ces derniers temps, le sort de cette guerre n'est absolument pas joué. Alors, Elsa Vidal, à la fin de la semaine, comme on dit, il y a cette pause opérationnelle sur le terrain militaire, mais on a beaucoup parlé de la manière dont la Russie accélère en son sein pour préparer une guerre longue durée. Je précise, des lois qui ont été passées à la Douma, on en a parlé sur ce plateau, pour que les entreprises soient mobilisées, des heures supplémentaires notamment faites pour aider à l'effort de guerre, et puis des lois, j'en parlais tout à l'heure, sur la répression. Est-ce qu'il y a aussi, je pose toutes les questions, aussi naïve soit-elle, la pause opérationnelle non seulement pour aider les hommes sur le front, mais pour que la Russie en arrière prépare le terrain à la guerre longue durée? C'est une mobilisation et c'est un passage globalement à une économie de guerre, et c'est aussi quelque chose à quoi les Russes ont été préparés très méticuleusement pendant de longues années par des tas d'éléments de langage, comme on dit aujourd'hui, donc de discours très idéologiques qui les encouragent à souffrir ce genre de sacrifice parce qu'ils le font pour la grandeur de leur pays. C'est aussi une volonté, je pense, de d'abord, ça témoigne du fait que les sanctions portent contre l'économie russe, même si elles ne portent peut-être pas autant qu'on l'envisageait ou qu'on l'avait souhaité, elles ont un impact, mais la capacité de la population russe à endurer cet impact est élevée. Vladimir Poutine, comme vous le disiez très bien, Vincent, fait un pari que nos faiblesses en la matière sont supérieures à ses faiblesses, c'est-à-dire que sa population endurera plus que les nôtres ne sont prêtes à le faire. Et puis, il y a aussi, je pense, quand on parle de cette pause opérationnelle, elle n'est pas totale, la pause, parce que, par exemple, elle s'accompagne d'une part de la continuité des combats et puis d'un approfondissement et d'une accélération de l'intégration des territoires conquis au système de distribution, de connexion, de transfert d'argent, de communication Internet vers la Russie. Donc c'est une intégration de ces territoires qui va aller assez vite, voilà, aussi vite que beaucoup possible. Beaucoup d'énergie faite en gros, par exemple, canalisée dans le fait de russifier au maximum encore Kherson, mettre à la tête de Kherson, par exemple, un Russe. Du FSB, Bon, donc c'est un travail en profondeur qui se poursuit de ce côté-là. Juste pendant ce temps-là, pendant qu'on parle d'une pause opérationnelle sur le terrain militaire, en revanche, on a constaté l'accélération sur le terrain médiatique. Le retour de Vladimir Poutine, droit dans la caméra, qui prend à partie quasiment l'Occident pour dire que, attention, vous n'avez rien vu de ce que nous sommes capables de faire. C'est pas le seul. On va réécouter Vladimir Poutine. On va écouter après ses cerveaux numéro 2 qui en disent tout autant. Знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться. Alors, on va pas l'entendre, mais